Bien, bonsoir à tous et à toutes, et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette troisième conférence Iségoria de l'année 2013. Donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir François Durper, bonjour, avec qui nous allons aborder un sujet toujours aussi actuel, la diversité dans la société américaine, thème qu'introduira Laurent Noël dans quelques instants. Mais pour l'heure, François Durper, parlons un petit peu de vous. Après une classe préparatoire littéraire, vous entrez à l'université où vous étudiez l'histoire et la philosophie. Docteur et agrégé d'histoire, vous enseignez d'abord dans le secondaire, puis à l'université. Vous êtes actuellement enseignant à l'université de Cergy et chercheur au Centre d'études nord-américaines de l'université Paris 1 Sorbonne. Vous vous définissez vous-même comme un historien des identités. En effet, vous étudiez les liens entre identité et culture politique, ce qui fait de vous l'un des précurseurs en France des études identitaires, domaine venu des États-Unis. Vos travaux vous conduisent à repenser la citoyenneté, en la considérant non plus comme fondée sur une mono-identité exclusive, mais au contraire sur la notion de métissage. Vous avez publié, entre autres, de nombreux ouvrages, citons France blanche, colère noire en 2006, qui aborde la conscience de couleur en France et dénonce le recours abusif au terme de communautarisme. L'Amérique de Barack Obama en 2007, où vous dressez, grâce à la figure de Barack Obama, le portrait d'une Amérique en pleine mutation. Enfin, Histoire des États-Unis, publié en 2013, un livre pour mieux connaître les États-Unis, en évitant de tomber dans l'admiration béate ou dans la critique infondée. Votre expertise vous vaut de nombreuses invitations à la télévision et à la radio, on a pu le voir ces derniers jours, comme citons par exemple C'est dans l'air sur France 5, l'édition spéciale sur Canal+, ou encore Mediapolis sur Europe 1. Mais vous n'êtes pas simplement enseignant-chercheur, François Durper, vous êtes également militant. En effet, en 2010, un an après l'arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche, et en plein débat sur l'identité nationale, vous lancez avec d'autres personnalités de la vie civile un appel à une république multiculturelle et post-raciale. Le constat est assez simple. La société française s'est profondément transformée, mais elle peine encore à se reconnaître comme diverse, et les élites semblent encore incapables d'intégrer ces nouvelles dynamiques. On peut prendre pour exemple la composition de l'Assemblée nationale par rapport à celle de la population française, en termes de sexe, d'origine sociale ou de profession. En 2011, le mouvement pluricitoyen, dont vous êtes l'un des créateurs, lance une grande campagne de mobilisation électorale pour faire entendre la voix de ceux qui privilégient encore l'abstention. Faire évoluer la société n'est donc pas simplement le rôle de nos gouvernants, mais aussi notre tâche. Je conclurai avec vos mots. Nous sommes tous la France. Très bonne conférence. Bonsoir à tous et merci d'être venus en dépit du beau temps qui constitue une sollicitation à n'en pas douter concurrente. Voilà, donc nous sommes ravis de vous accueillir, cher François Durper, pour nous éclairer sur ce sujet, les États-Unis, laboratoire de diversité, sujet difficile et parfois douloureux. Permettez-moi d'avoir rapidement une petite pensée pour les victimes de l'attentat absurde de dimanche dernier. Quoi de plus pacifique, rassembleur et détaché de considérations économiques et politiques qu'un marathon. On a coutume de dire que les terroristes s'attaquent prioritairement à des symboles. Bon, en l'espèce, le seul symbole que l'on puisse trouver est celui de l'insondable bêtise et de la cruauté du ou des deux auteurs. Fermons cette parenthèse. Vous êtes donc l'auteur de nombreux ouvrages sur les États-Unis, dont la lecture, enfin je ne les ai pas tous lus, mais au moins 4 d'entre eux, dont la lecture m'a ramené à celle que j'avais faite il y a quelques années d'André Caspi, qui est donc votre illustre prédécesseur sur ces thématiques. Et donc je crois d'ailleurs l'ouvrage sur l'histoire des États-Unis date en première édition des années 80. Et j'y avais découvert à l'époque une histoire surprenante des États-Unis, une histoire non linéaire, et avec le prisme français, une difficulté à la comprendre. Alors ça m'avait amené à réfléchir sur nos propres contradictions, et je me suis dit que finalement, nous aussi, on assassinait nos dirigeants politiques, Henri IV, Louis XVI, l'attentat raté contre Napoléon III. Et qu'on opère aussi parfois des revirements de régimes politiques qui sont eux aussi pour le moins surprenants. J'en veux pour preuve la Restauration, qui a été mise en place en 1814, c'est-à-dire à peu près 21 ans après avoir guillotiné Louis XVI. Mais je dirais que quand même le cas américain est plus frappant, et vous-même vous utilisez le terme dans un de vos ouvrages d'une capacité à se réinventer. Et alors, ce n'est pas l'exemple que vous utilisez, mais c'est celui que j'ai envie de prendre. L'exemple de Reagan, donc Ronald Reagan, qui devient président dans les années 80, et qui, le terme est un peu fort, mais qui d'une certaine manière supprime le welfare state. Et là, les informations viennent directement de votre ouvrage. Comment supprime-t-il le welfare state ? En divisant le dispositif de subvention par 3, ce qui est quand même très frappant vu de France, supprimant au passage 23 000 pages de réglementation juridique américaine.
Alors votre approche, comme le soulignait Thomas, est différente, notamment de celle d'André Caspi. Vous indiquez que les Américains, vus de France, sont mal aimés, mal compris, mal connus. Et donc votre approche est plutôt une approche plus didactique, je dirais, les États-Unis expliqués aux Français. Qui prend bien sûr une tournure plus forte encore dans votre dernier ouvrage, Les États-Unis pour les nuls. Et puis par ailleurs, il y a cette mise en exergue de la dialectique, de la tension qui existe entre unité et diversité. Diversité des communautés, des cultures, des pratiques religieuses, voire des acceptions philosophiques, comme par exemple la notion de liberté, sur laquelle vous nous direz peut-être un mot. Alors comment trouver le bon équilibre? Les Anglais disent le fine-tuning, entre ces deux éléments a priori contradictoires. Le respect de la diversité implique des concessions au régime commun. A contrario, la nécessité d'unifier transcende, mais aussi estompe les particularismes culturels. Alors on y découvre beaucoup de choses. Vous nous rappelez qu'à la fin du XVIIIe siècle, la Constitution des États-Unis était loin d'être un pari gagné d'avance, et que finalement elle s'établit sur la base de 13 colonies indépendantes et hétérogènes. Vous nous rappelez également qu'un des ciments originels, c'est la constitution de quelques grands mythes fondateurs, à commencer par celle de l'émancipation vis-à-vis de la tutelle anglaise. Je ne sais pas si on peut rajouter la conquête des grands espaces, grands espaces prétendument sauvages. Voilà. Et puis alors cette méthode semble fonctionner jusqu'aux années 60, où là l'unité se fissure, pour des raisons que sans doute vous nous expliquerez. Alors cette décennie charnière, celle des années 60, est tout à fait intéressante parce qu'elle met l'accent sur... enfin c'est vous qui mettez l'accent sur l'organisation du système politique américain, où là on comprend que le rapport de force entre Parlement et président s'établit en faveur du premier. Alors que sur le prisme international, évidemment, on a toujours le président en avant. On découvre que depuis les années 60, à l'exception de Carter et du premier mandat de Bill Clinton, les 13 présidents élus ont dû gouverner sans majorité parlementaire. Alors osons une hypothèse qui est peut-être un prolongement audacieux de votre analyse, qui serait celle que l'intérêt des présidents américains pour la question internationale, c'est-à-dire cette volonté expansionniste, qu'il s'agisse de hard power, c'est-à-dire l'économie, le militaire, ou le soft power, la langue, la culture, les loisirs, la consommation, serait autant un moyen pour les États-Unis de grappiller des marges de manœuvre intérieures, c'est-à-dire de reprendre un peu du pouvoir dont le président se trouve privé. Donc autant un moyen qu'une fin en soi. Enfin, vos travaux sur la diversité s'intéressent aussi à la nation française, comme l'évoquait encore une fois Thomas, avec l'ouvrage « Nous sommes tous la France », paru en 2012. Votre essai nous amène à nous interroger sur notre identité, les différents apports qui la composent, qu'ils soient intérieurs, c'est-à-dire les cultures régionales, ou extérieurs, avec les différentes vagues d'immigration qu'a connues la France. La mise en abîme avec le système américain nous interroge... Pardon, là c'est peut-être moi. Nous interroge aussi sur notre organisation politico-administrative. Alors en théorie, un territoire facile à gérer est rond et petit. Si ce n'est pas le cas, c'est l'organisation régionaliste, voire fédéraliste qui s'impose. Prenons le cas de l'Allemagne. L'Allemagne est un pays pas si grand, mais très étiré. Et les États-Unis, bien sûr, sont un vaste territoire. Alors la question serait, je vous la soumets, la France serait-elle arrivée à une taille critique ? Où se posent les problèmes? Alors il y a évidemment les poches territoriales constituées par les banlieues, où on a concentré des populations issues de l'immigration et des populations pauvres ou sur le plan éducatif défavorisées, alors qu'elles soient parisiennes, strasbourgeoises, grenobloises, etc. Et puis il y a également, bien sûr, les extrémités. Alors j'espère que personne ne m'en voudra de citer ici, sans ordre de préférence, les Corses, les Bretons, les Alsaciens, les Basques, etc. Voilà, donc ça nous amène à nous interroger, votre travail nous amène à nous interroger sur ce sentiment d'unité nationale qui est lié lui aussi à nos propres mythes fondateurs, la Révolution, l'Empire, les droits de l'homme, et aussi à nos myopies. S'agissant de la guerre d'Algérie, on a longtemps parlé, et c'est encore un peu le cas, des événements d'Algérie, sans oser utiliser le terme approprié. Alors on peut se plaindre de la crise, qui est profonde et affecte durement les moins armés au sens de Bourdieu, c'est-à-dire les trois capitales, qu'ils soient culturelles, sociales et économiques, mais on peut aussi s'en réjouir.
N'est-il pas le moment idéal pour se rassembler et adapter notre organisation au monde contemporain et aux enjeux de demain? Peut-être nous donnerez-vous aussi votre avis sur ces questions qui, je crois, vous tiennent à cœur et nous concernent tous. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir et je le suis encore plus de vous laisser la parole. Merci Laurent, merci Thomas pour ta présentation. À l'école de permettre cette rencontre entre nous et puis à l'association Isegoria, parce que c'est vrai que parler, vous savez, les États-Unis, on a l'impression que tout le monde connaît, que à l'université, il y a plein de profs qui parlent des États-Unis. Pas du tout. Il y a très peu de centres d'études américaines, très peu d'occasions finalement de parler de ce pays qui pourtant reste la première puissance du monde. Donc peut-être que je vais au moins parler jusqu'à 19h, 19h10, puis après on aura un temps d'échange. Volontairement, le terme États-Unis laboratoire de diversité, j'ai pas dit modèle de diversité. Donc c'est déjà important de ne pas préciser que les États-Unis doivent ou non constituer un modèle. Si c'est un modèle, ça peut aussi être un contre-modèle, et c'est pour ça aussi qu'on a eu du mal un petit peu à avoir une approche comparative saine entre nos deux pays, parce qu'on se place en compétition. Certains ont dit France et États-Unis, ce sont des sœurs jumelles. Je rajoute fausses sœurs jumelles, des fausses sœurs jumelles du mouvement des Lumières. Ce sont les deux révolutions. Je rajouterai une troisième, la révolution haïtienne, qu'on connaît mal, enfin qu'on connaît bien, mais dont on parle peu. Ces révolutions ont donné naissance à des démocraties et ont puisé dans ces lumières leur idée d'universel. Et donc il y a une compétition entre nos deux nations, des nations qui se posent comme universelles. N'oublions pas que les Américains, 13 ans avant nous, ont dit « tous les hommes sont nés égaux, ont été créés égaux ». 13 ans après, c'était les droits de l'homme. Le président américain, le premier président américain, il prête serment 2 mois avant la prise de la Bastille, George Washington. Donc on a des histoires qui sont très proches, et en même temps, cette proximité nous a éloignés dans la compréhension. À l'école française, en tout cas, moi j'avais appris que la Révolution américaine, elle était certes une révolution d'égalité, de liberté, mais c'était que pour les Américains. J'ai ignoré jusqu'au moment où je suis allé aux États-Unis que les Américains considéraient que leur révolution, c'était une révolution universelle et pas une révolution uniquement pour les Américains. Mais c'est facile à comprendre. Quand un pays se constitue comme nation, il a besoin de se sentir exceptionnel. Et la France, pendant très longtemps, a eu besoin de se sentir exceptionnel par rapport à un pays qui, lui aussi, a dit les libertés, l'égalité sont pour tout le monde, tous les êtres humains. Avec évidemment les mêmes hypocrisies. Dans le cas français comme dans le cas américain, la phrase en anglais, c'est « All men are created equal ». Tous les hommes, men, hein, ce n'est pas l'humanité, ce sont les hommes, les garçons. Dans le cas français, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, c'est bien homme avec un petit h, pas homme dans le sens de l'humanité. Et très rapidement, la révolution de Saint-Domingue, on comprend que c'est ces hommes blancs, donc il ne s'agit pas les esclaves qui sont encore dans les plantations à Saint-Domingue. Alors, l'idée, c'est là de dire comment on peut essayer d'analyser un petit peu nos pays, d'étudier ce qui se passe aux États-Unis de manière assez neutre. Remarquez d'ailleurs que pour les États-Unis, c'est le seul pays qui a droit au terme « anti » dans le dictionnaire. Il n'y a pas anti-allemand, anglais, il y a anti-américain. Anti-américain, ça rentre dans le dictionnaire en 1968. Alors, il y a une opportunité aujourd'hui de parler des États-Unis de manière saine. C'est qu'il n'y a plus George W. Bush. Donc lui, c'était quand même assez compliqué d'expliquer que les États-Unis, c'était pas si ceci, si cela. C'était quand même un repoussoir. Obama un peu moins. Et puis surtout, historiquement, les États-Unis connaissent une phase, je ne dis pas de déclin, mais d'affaiblissement. Sur le plan mondial, on arrive à percevoir que les États-Unis ne sont plus les gendarmes du monde. Ils laissent même la place, vous l'avez vu au Mali, à nous la France, ou même en Libye. Donc ils appellent ça
enfin un conseiller d'Obama, leading from behind. C'est-à-dire gouverner de derrière, qui veut dire pas leading en fait. Si on est derrière, c'est qu'on ne dirige rien. Là, pour le coup, c'est bien les Français qui étaient devant. Mais ça montre une Amérique qui s'affaiblit. Et si elle s'affaiblit, elle n'est pas forcément ce repoussoir. Donc on peut aller voir ce qu'il y a de bien dans ce pays, ce qu'il y a de moins bien, de manière plus objective. Alors vous l'avez dit, Laurent, la question de la diversité, elle est fondamentale dans ce pays. Quand on veut comprendre l'identité nationale d'un pays, eh bien, on va chercher du côté de sa devise. Et la devise américaine, c'est « E pluribus unum ». De la diversité, alors c'est la devise jusqu'aux années 50, après ça devient « In God we trust », c'est la guerre froide contre l'Union soviétique, on prend une devise qui marque les racines chrétiennes du pays. Mais « E pluribus unum » reste historiquement ce qui constitue l'américanité. Comment faire de la pluralité quelque chose de l'ordre du commun? C'est cette question qui se pose dès l'origine. Et je vais faire un petit exposé en 3 temps. J'expliquerai d'abord que cette diversité, elle se pose sur le plan institutionnel, et donc dès l'origine du pays. Je parlerai très rapidement, mais il faut en parler de l'unité territoriale. Et puis ensuite, de ce à quoi on pense quand on pense à diversité, c'est-à-dire à la diversité culturelle et démographique. Comment les Américains arrivent à faire tenir entre eux des gens qui viennent d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, du Burkina Faso, et s'il y avait un Martien, probablement qu'on lui dirait qu'il est ici chez lui. Bon. S'il peut amener une plus-value, évidemment, en termes de... parce que les Américains sont très pragmatiques. Alors, ce qui est intéressant aussi, dernier point de ce qui constitue malheureusement qu'une introduction, c'est de dire que « et pluribus unum », vous avez pluralité et unité dans la même phrase. Donc ça, c'est déjà un premier point comparatif avec notre pays. Vous avez remarqué, quand on parle diversité en France, on parle diversité. On ne parle pas dialectique, diversité, unité. Et donc là, ce qui est intéressant du côté américain, c'est qu'on ne parle jamais de diversité sans parler d'unité. C'est tout le temps la diversité pour l'unité. Alors que dans le cas français, souvent, la diversité est posée soit comme diversité, soit dans une opposition avec l'unité. La diversité, on veut bien la reconnaître, mais est-ce qu'elle ne compromettrait pas notre identité, notre unité nationale? Est-ce que ça ne serait pas un élément de balkanisation? Est-ce que ça ne serait pas, aujourd'hui on parle de ce mot, du communautarisme. Ça nous diviserait. Il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Et reconnaître des différences entre nous, ça serait faire des petites communautés. Or, la République, elle est une et indivisible. Ce qui est intéressant, c'est que l'Amérique aussi se considère comme République une et indivisible, mais ne conçoit pas la diversité comme un obstacle à cette unité et cette indivision. Alors, premier aspect que je voulais aborder, c'est la question institutionnelle. Parce que « E pluribus unum », au début de l'origine de ce pays, ça ne veut pas du tout dire comment on fait tenir ensemble des Anglais, des Italiens. Il n'y a pas d'Italiens. Donc, c'est vraiment une question institutionnelle. Comment ces colonies, qui sont 13 à l'origine, et qui sont très différentes, il y a des petites colonies, des colonies plus importantes, qu'est-ce qu'on fait à partir d'elles? Est-ce que chaque colonie va devenir un État indépendant? C'est le choix qui a été fait quelques années plus tard en Amérique latine, Bolivie, etc. Non, le choix qui est fait, c'est très rapidement de faire tenir ces colonies entre elles et de créer ce qui ne constitue pas un nom de pays. États-Unis d'Amérique, vous conviendrez que ce n'est pas un nom de pays, ça veut dire des États-Unis entre eux. Mais ça ne dit pas grand-chose, sinon que État au pluriel, unis entre eux. On retrouve la devise dans le nom du pays. Quelque chose de pluriel qui essaie de rester commun. Alors, cette question institutionnelle, c'est de dire comment ces colonies très différentes et autonomes vont pouvoir constituer, comment des territoires très différents vont pouvoir constituer un seul pays, l'Union. Alors, la première chose, c'est de se dire que cette diversité, elle est de 2 ordres. Elle est d'abord verticale, c'est le pouvoir réparti entre
l'État fédéral, les États fédérés et les collectivités locales. Donc première division. Deuxième division, une division horizontale, exécutif, législatif, judiciaire. Et cette division horizontale, les Américains vont la chercher chez nous, enfin chez un philosophe français, chez Montesquieu. Ils estiment, les pères fondateurs de l'Amérique, qu'une démocratie, pour éviter le risque tyrannique, eh bien, il doit assurer l'équilibre entre ces trois pouvoirs et il doit assurer qu'aucun de ces pouvoirs ne peut prendre le dessus sur les deux autres. Vous avez vu, la semaine dernière, on a beaucoup parlé de la question de la moralisation de la vie publique. Alors, pourquoi l'affaire Cahuzac ne peut pas avoir lieu aux États-Unis ? Parce que toutes les nominations sont décidées, certes, par le président, mais aussi par le Congrès. Toutes les nominations doivent être validées par les commissions sénatoriales. John Kerry, le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, il a été nommé par Barack Obama, mais la commission sénatoriale des Affaires étrangères, républicains et démocrates, a donné son accord. Ce qui explique que le président est élu en novembre, mais qu'il est nommé, enfin qu'il est investi plutôt, qu'en janvier, il y a 3 mois. Donc, on étudie toutes ces nominations. Bon. Donc, vous voyez, un seul exemple pour vous expliquer que ces pouvoirs, ils se contrôlent, parfois ils se surveillent, parfois ils se contredisent. Un deuxième exemple très rapide, aucun président, depuis Lyndon Johnson, n'a réussi à faire passer plus de la moitié de ses lois devant le Congrès. Il n'y a pas de 49.3 dans la Constitution américaine. Le président américain doit convaincre, y compris les membres de son propre parti. Souvenez-vous, Barack Obama élu en 2008 doit convaincre les démocrates. Il a pourtant une majorité très importante au Congrès. Son plan de relance, il doit le défendre auprès de ses propres amis politiques. Bon. Ça, c'est la division horizontale, mais qu'on connaît quotidiennement. Autre idée, savoir que James Madison, donc l'un des pères fondateurs, celui qui a écrit les amendements à la Constitution, les 10 premiers amendements, lui pensait qu'il n'était pas très visionnaire. Il se dit il y a 2 types de pouvoirs, il y a les États et il y a l'unité, il y a Washington. Il se dit ce qui risque de poser problème, c'est vraiment les États. Les États la diversité va reprendre le dessus sur l'unité. Cette diversité est tellement forte, nos différences entre États est tellement importante que probablement il va falloir vraiment faire tenir tout ça ensemble, mais c'est le pouvoir des États qui sera le plus fort. Eh bien, l'histoire lui a donné tort, puisque au cours du XXe siècle, c'est l'État fédéral qui a pris le dessus. 3 événements. Le premier événement, c'est la crise des années 30, pas la nôtre. Les années 30, c'est Roosevelt, et Roosevelt, c'est une politique sociale, c'est le New Deal, vous l'avez vu en cours, c'est déjà l'État fédéral qui prend en main un certain nombre de choses qui, auparavant, étaient de l'ordre des États. Deuxième moment important, les droits civiques, les années 50. Parfois, certains disent que c'est presque une deuxième guerre civile. Les droits civiques, c'est le moment où les États Washington dit aux États du Sud, vos lois ségrégationnistes, vos lois qui distinguent les Noirs et les Blancs, eh bien, c'est pas possible. La Cour suprême, les juges, les 9 juges qui sont à la tête de la pyramide de la justice américaine, eh bien, disent, on ne peut pas, par exemple, faire des écoles pour Noirs et des écoles pour Blancs. On ne peut pas, 1955, faire des transports publics qui distinguent des Noirs et des Blancs. On ne peut pas, 1968, dire que les Noirs et les Blancs ne peuvent pas se marier. C'est très récent, 68. Ça veut dire que la loi fédérale, la justice fédérale, va s'imposer aux lois d'État. Et je peux vous dire qu'à la fin des années 50, à Little Rock, quand des petits enfants noirs doivent rentrer dans une école et qu'il y a les hélicoptères, les mitrailleuses et toute l'armée qui les encadre, pour les gens du Sud,
c'est une invasion. C'est Washington qui se mêle de ce que Washington ne devrait pas se mêler, parce qu'on est chez nous. Vous voyez, la dimension institutionnelle, elle est institutionnelle, mais elle est aussi très concrète. Et vous voyez d'ailleurs dans ce deuxième exemple que la thématique de la diversité culturelle et démographique, les Noirs et les Blancs, et de la diversité institutionnelle, ça se rejoint. Troisième événement, la guerre froide. Et au moment de la guerre froide, le président prend en main un certain nombre de dispositifs, renforce son pouvoir. C'est ce que Schlesinger a appelé la présidence impériale. Bon. Et ça, évidemment, ça change tout. Mais il y a toujours des contestations. Quand le président américain veut aider les Français en Libye, il fait intervenir des troupes américaines, le Congrès dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous êtes un tyran. Est-ce que vous nous avez demandé notre avis ?» Oui, mais c'est l'OTAN, c'est pas exactement les États-Unis, doivent se défendre, penauds devant le Congrès pour dire « Oh là là, excusez-moi, j'ai dépassé mes prérogatives de président. » Deuxième, juste d'aller vite parce que finalement, autrement, je resterai avec vous toute la nuit. Donc je fais attention. Je vais passer quand même à l'idée d'unité territoriale. On y reviendra, si vous voulez, à la question institutionnelle dans les questions. Unité territoriale, je vais aller vite, mais c'est vrai qu'au cours de l'histoire, il y a quand même deux moments. Au XIXe siècle, le premier moment de ce lien entre territoire et unité, c'est tout au long du XIXe siècle ce qu'on a appelé la frontière. La frontière aux États-Unis, c'est pas comme en Europe, c'est pas quelque chose qui délimite. C'est pas quelque chose qui distingue un État d'un autre. La frontière, ce qu'on appelle frontière en anglais, c'est ce qu'on doit repousser. C'est la limite du monde connu et de ce que Laurent appelait tout à l'heure le monde sauvage. Le monde sauvage, oui, pour la nature, et sauvage pour les Indiens, ce que les Blancs considéraient comme des sauvages. On devait avancer. On devait avancer et conquérir un territoire hostile. C'est comme ça que s'est pensé ce pays. Go West, young man. Ça, c'est l'Américain, celui qui part, qui dépasse la limite de ce qu'il connaît. Sky is the limit, disent les sportifs américains. Quand on leur demande jusqu'où vous allez aller, 9 secondes aux 100 mètres, etc. Bon, maintenant, il y a les Jamaïcains qui ont la même devise, donc ça les embête. Mais sky is the limit, ça veut dire pas de limite. Regardez ce pays, cette architecture, skyscrapers, les buildings, les skyscrapers, gratte-ciel, c'est pas, il y a de la place quand même aux États-Unis. C'est pas l'absence de place qui nécessite de faire des bâtiments qui vont aller gratter le ciel. Mais dans cette idéologie américaine, qui se traduit en architecture, en institution, en conquête de tous ordres, il y a cette idée-là de dépasser de la frontière. Et c'est comme ça que se constitue l'unité. On est tous différents, mais on est unis dans une action. C'est la dimension pragmatique. Yes, we can. Ce qui est important dans cette phrase, c'est le can. On va pouvoir le faire. La crise, il y a tout. Yes, we can. Et ça, c'est fondamental parce que c'est pas Obama en premier qui a utilisé ça, c'est Kennedy. En 1960, Kennedy doit perdre normalement contre Nixon. Nixon, c'est le vice-président, il est censé gagner, il est en tête dans les sondages. Et Kennedy, dans son discours au moment de l'investiture démocrate, il invente un terme, celui de nouvelle frontière. Il va proposer aux Américains une nouvelle frontière. Et il comprend l'intérieur de l'Américain, qui est d'aller chercher plus loin. Alors là, il ne va pas proposer d'aller plus loin que le Pacifique. Il va se dire on a plusieurs frontières à conquérir. D'abord, les limites de la pauvreté, du racisme. Tout cela, c'est une conquête mentale, une conquête idéologique. C'est une frontière idéologique. Et puis l'espace. On est derrière l'Union soviétique, il y a Spoutnik, vous vous rappelez. Et d'ici la fin des années 60, il y aura un drapeau américain sur la Lune. Bon, ça paraît fou, mais il projette les Américains dans quelque chose qui va les transcender pendant la décennie des années 60. Deuxième moment territorial, donc là, la frontière, c'est évidemment l'Ouest, Est-Ouest. Les colonies originelles, c'est l'Est, on va vers l'Ouest. Deuxième, et elle se conclut en 90, à la fin du 19e siècle. Deuxième difficulté territoriale, Nord-Sud.
je passe sur les divisions entre le Nord et le Sud, pourquoi ces États du Nord et du Sud se font la guerre. Mais de 1861 à 1865, les États-Unis sont des États désunis. Une guerre civile, les Américains appellent ça Civil War, la guerre civile. Ils ont réussi à trouver ce terme après de longues années où on n'appelait pas de la même manière cet événement de l'histoire américaine. Au Nord, on appelait ça plutôt la guerre de sécession, c'est-à-dire le Sud qui veut faire sécession, qui rompt l'unité, qui veut couper cette belle unité que nous sommes Américains. Au Sud, on appelait ça la guerre d'agression du Nord, la guerre entre les États ou la guerre d'indépendance du Sud. Et ce qui est important, c'est que cette guerre civile, donc c'est vraiment le cœur de cette histoire. 50 000 livres ont été publiés sur la guerre de sécession, sur la guerre civile américaine. Après la guerre civile, Abraham Lincoln, très clairement, lui, se considère comme un Américain. Et ce qui vous faire comprendre, c'est que les pères fondateurs de l'Amérique, ça peut vous paraître paradoxal, ne se considèrent pas comme des Américains. Ils constituent des États-Unis parce qu'ils se disent ensemble, ça va être mieux pour un certain nombre de choses. Mais Thomas Jefferson, c'est un Virginien. Il est habitant de la Virginie. Il ne se conçoit pas comme habitant des États-Unis. Il se considère comme un Virginien. Abraham Lincoln, c'est tout différent. Et c'est d'ailleurs le moment, juste après la guerre civile, c'est une modification lexicale jusqu'à aujourd'hui. The United States are, the United States is. Maintenant, on dit les États-Unis et on met is et pas are. Ça veut dire tout. En anglais, vous utilisez the United States, un pluriel, et vous mettez le is, et c'est une faute grammaticale, c'est censé se poser. Mais ce n'est pas une faute grammaticale. Ça veut simplement dire que cette pluralité, c'est un seul pays. Hein. Et avant, on utilisait le pluriel. C'est ce que Farid Hammer appelle la deuxième naissance de l'Amérique. Et dans les manuels scolaires des petits Américains, vous avez deux grosses parties, et après les chapitres à l'intérieur, avant la guerre civile, après la guerre civile. On passe au moment finalement le plus important, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, la diversité et l'unité, le sens va complètement changer. Complètement changer parce que de 1870 à 1920, c'est 20 millions d'immigrants qui arrivent aux États-Unis. Et ces 20 millions d'immigrants qui arrivent aux États-Unis, qui fuient les pogroms, enfin vous connaissez l'histoire, les Juifs, les Italiens, eh bien, ils vont poser une problématique différente à ce pays. Comment des gens venus de partout, alors d'Europe, mais aussi d'Asie, pour ce qui est de la Californie, comment faire tenir ensemble tous ces gens dans une même unité. Le e pluribus unum, à partir de la fin du XIXe siècle, le e pluribus unum, c'est un défi à l'unité, cette fois culturelle et démographique. Sommes-nous un peuple américain? Est-ce que ça a un sens d'être américain? La question du 19e, c'était une question d'unité presque territoriale. La question du 20e, c'est une question de population, de démographie, de culture. Alors, 1909, vous connaissez la pièce d'Israël Zangwill, Melting Pot. Ce terme de melting pot, je passe... Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, melting pot, qu'on vient de partout, et puis on se fond dans un creuset, et on devient américain. On se dépouille de ses cultures d'origine, et on s'assimile dans un creuset commun. Et c'est évidemment, depuis le départ, une mythologie. Si vous lisez une des lettres qui est au musée d'Ellis Island, Ellis Island, c'était l'île où les immigrants arrivaient en premier, un migrant disait, moi je rêvais d'un pays qui était pavé d'or, et je constatais trois choses, que le pays, il n'était pas pavé d'or, il n'était pas pavé du tout, et que celui qui devait paver les rues, c'était moi, le pauvre migrant. Bon. Donc là, il y avait la différence. Quand on pose la question aujourd'hui, est-ce que le rêve américain existe encore? Il y a la crise,
soit il existe encore, soit il n'a jamais existé, mais il y a toujours eu cette différence entre ce que l'on perçoit du rêve et la réalité, bien évidemment. Alors, deux éléments rapidement qui sont on est dans l'ère des boîtes à outils, qui sont des boîtes à outils de l'unité américaine. Et les deux outils de l'unité américaine, c'est d'abord le Flag Day, le jour du drapeau, qui est officialisé par le président Wilson en 1916, et le Pledge of Allegiance. Le Pledge of Allegiance, c'est le serment d'allégeance au drapeau et à la République américaine. Pledge of Allegiance, il est écrit par Francis Bellamy. Francis Bellamy, qui était un homme de gauche, très amoureux de la France, qui d'ailleurs, dans un premier temps, a écrit un Pledge of Allegiance qui était quasiment liberté, égalité, fraternité. Après, il s'est dit, ça va être difficile à faire passer. Donc, il a écrit quelque chose d'un peu plus consensuel. Je jure fidélité, je vous le dis en français, à mon drapeau et à la République qui le représente. Je jure fidélité. Alors, donc, c'est le salut romain, hein, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Après, on fait ça. Hein, parce qu'évidemment, il y a toujours confusion entre le salut romain, antique, et puis le salut hitlérien. Donc, les petits-enfants américains, ensuite, mettent la main sur le cœur. Je jure fidélité à mon drapeau et à la République qu'il représente, une nation indivisible, avec la liberté et la justice pour tous. Et 25 000 écoles acquièrent un drapeau en seulement un an. Serment d'allégeance, je ne sais pas si vous avez calculé le temps qu'il me fallait pour le dire en français, en anglais c'est plus court, c'est 15 secondes pour le dire. Ça a été conçu comme ça. On ne perd pas trop de temps non plus dans le cours, on commence tous les cours au début évidemment de la journée par le serment d'allégeance. Petite anecdote, en 1923, la conférence du National Flag remplace le terme « mon drapeau » par le drapeau des États-Unis. C'est-à-dire que le serment d'allégeance que je vous ai lu, c'est le serment d'allégeance d'origine de Bellamy. Mais le serment d'allégeance aujourd'hui, c'est « je jure fidélité au drapeau des États-Unis et à la République qu'il représente ». Pourquoi ? Parce que les migrants confondaient, dans leur tête, ils avaient l'impression que c'était le drapeau de leur pays. C'est-à-dire que tous les matins, ils allaient à l'école américaine, ils étaient tout contents, et hop, ils prêtaient serment à leur drapeau, à leur république italienne, hongroise, polonaise. Donc on a bien précisé des États-Unis. Vous êtes des Américains. Bon. Donc vous voyez, ces outils très forts d'assimilation qui font de cette période, en fait, un creuset effectivement renforcé par la tragédie, par plusieurs tragédies, mais comme je cours après le temps, par la tragédie de la guerre, des deux guerres, mais surtout de la Deuxième Guerre. Hein. Cette tragédie de la Deuxième Guerre, vous l'avez vu dans les événements qui se passent aujourd'hui, dès qu'il y a un événement aux États-Unis, ce qui est activé en premier, c'est « nous sommes tous des Américains, divers, etc. » Mais c'est l'unité. C'est l'unité. Et donc la Deuxième Guerre, eh bien, c'est le moment qui, pour les Américains, la Première Guerre mondiale. Ils appellent la première European War. Ils considèrent qu'ils sont intervenus comme ça, mais c'est des petites histoires d'Européens. La Deuxième Guerre, c'est vraiment la guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on va les attaquer. Les Japonais les attaquent sur leur sol, à Pearl Harbor. Eh bien, c'est dans cette guerre, que ce soit sur le front, dans la fraternité d'armes, d'Italiens, etc., de toutes ces populations, il y a cette unité qui se forge dans un ennemi commun. Et à l'arrière, les fêtes civiques, les commémorations, les parades, on forge l'unité également à l'arrière. En même temps, c'est une période où cette unité est une unité pour les uns et pas pour les autres. C'est une unité, pour reprendre notre terme, sans diversité. Unité sans diversité parce qu'une population réclame l'unité, l'intégration, l'assimilation, disant « nous sommes Américains, nous voulons nous battre dans l'armée américaine, ce sont les Noirs. » Or, si les Noirs ne sont plus esclaves depuis cette guerre civile et depuis cet amendement, 13e amendement à la Constitution, vous avez vu le film de Spielberg, peut-être, Lincoln, 13e amendement à la Constitution américaine, ils ne sont plus esclaves, mais ils sont séparés. Séparés dans le sud des États-Unis, dans tous ces États du Sud,
Et cette séparation est validée par la Cour suprême des États-Unis en 1896, qui dit « c'est conforme à la Constitution, cette séparation, cet apartheid est constitutionnel. À partir du moment où on est égaux, séparés, on peut être séparés et égaux. C'est ce qu'on appelle séparés mais égaux. Et il va falloir les années 50 pour comprendre que quand on est séparés, difficile d'être égaux. Mais première population exclue de cette unité, ce sont les Noirs américains. Deuxième population qui a des problèmes avec l'unité, les Amérindiens. Parce que les Amérindiens, c'est l'inverse des Noirs américains. Eux, ils disent, mais nous, on ne veut pas du tout être assimilés, on ne veut pas du tout être intégrés. Vous voyez, le projet américain des années 30 est quand même particulier. Les Noirs qui veulent s'assimiler, qui veulent s'intégrer, qui disent, nous sommes les plus anciens Américains, on était là, certes esclaves, avant que les Italiens, Polonais arrivent. Eh bien, eux, on leur dit séparation, diversité, rester à l'écart. Les Amérindiens qui disent nous on veut notre justice, nous on était là avant. Pourquoi vous nous imposez votre gouvernement, vos villes, votre manière de vivre, vos dieux? Eh bien, les Amérindiens, on leur propose termination policy, c'est-à-dire ça s'appelle politique finale, mais évidemment la traduction en français, on va dire termination policy, la politique qui doit terminer cette histoire indienne en intégrant de force les Indiens dans les villes. Pas de... Alors, et cette politique, pour beaucoup, elle est inacceptable, tout autant que la politique de séparation, cette politique d'assimilation forcée est inacceptable. Donc vous voyez, on a là une unité qui passe en force, mais qui passe difficilement pour certaines catégories d'Américains. D'où le deuxième moment. Le deuxième moment, vous avez eu raison de dire, Laurent, les années 60. Les années 60, c'est vraiment le moment où tout ça va exploser. Même si, auparavant, il y avait des contestations du melting pot. Le premier à l'avoir vraiment contesté s'appelle Horace Kallen, en 1925. Et Horace Kallen, lui, a fait scandale en disant ce qui est le plus... Pour la communauté juive, Horace Kallen est juif, hein, je le dis avant de dire la phrase que je vais... C'est pas l'antisémitisme qui est le plus grave, c'est l'assimilation, c'est le melting pot. Bon, évidemment, c'était pas du goût de tout le monde. Mais il voulait, lui, une démocratie de la diversité, Horace Kallen. Il disait, c'est pas possible qu'on parle anglais à l'école, très bien, mais en famille, pourquoi vous nous obligez à parler anglais? On parle yiddish, on parle italien, on parle nos langues. L'Amérique, c'est ça. C'est le corps civique commun et le corps personnel, familial, culturel, et qui appartient à chacun. C'est ça la démocratie américaine. C'est une démocratie qui respecte le pluralisme. Sinon, il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas respect de ce pluralisme. Voilà ce que dit Horace Kallen dès 1925. Et il est repris dans ces années 60 par les mouvements de contestation. Alors évidemment, je ne peux pas faire toute l'histoire américaine en une demi-heure, hein, mais donc je ne vous raconte pas l'histoire des droits civiques, l'histoire des mouvements féministes, l'histoire des mouvements latinos, l'histoire... En tout cas, qu'est-ce qui résulte de tout ça? Que le curseur change. On passe de l'unité sans diversité à la diversité presque sans unité. La question, c'est diversité, ce qu'on appelle ethnicité. L'ethnique, l'adjectif ethnique qui avait une connotation négative avant les années 60, se charge d'une connotation positive. Je vous donne un élément une enquête importante, c'est une enquête de 1972, qui laisse apparaître une forte poussée de l'identification ethnique. C'est-à-dire qu'on demande aux Américains, au début des années 60, est-ce qu'ils sont allemands, américains, italiens, américains? Ils répondent, on est américains. Ils cachent. Ils ne veulent pas être allemands-américains, parce que allemands-américains, ils ont le souvenir que c'était l'expression du président américain pendant la Première Guerre mondiale pour dire est-ce que les Allemands-américains sont bien loyaux envers leur patrie américaine? Est-ce qu'ils ne vont pas être plutôt loyaux envers leur patrie allemande? Donc, dans les années 60, tout cela change. Les Allemands-américains disent on est Allemands-américains, on est très fiers. Il y a la nation pride, on est fier d'être américain, mais il y a le ethnic pride, la fierté de ses origines. Et tout ça coïncide dans ce qu'on a appelé les United Americans, les Américains à trait d'union. On est italo-américain, on est Jewish American.
Donc, on accole l'origine, la culture, le groupe et la nationalité, la citoyenneté. Et donc, évidemment, tout ça, c'est pour ça que je vous ai parlé de la communauté noire tout à l'heure, vient à l'origine des Noirs américains, c'est-à-dire du mouvement des droits civiques. Et en particulier de ce mouvement Black is Beautiful des années 60. Quand on dit Black is Beautiful, ça ne veut pas dire que les Blancs ne sont pas beaux. Ça veut dire que cessons, nous, communauté noire, de nous considérer plus laids parce que depuis des décennies, cette Amérique, elle a été forgée. Ce melting pot n'est pas un melting pot. C'est un modèle anglo-saxon imposé à l'ensemble de l'Amérique. Voilà la contestation. Je ne suis pas dit, pas forcément d'accord ou pas d'accord. Hein. C'est comme ça que c'est perçu dans les années 60. C'est un modèle anglo-saxon imposé à l'ensemble des Américains. Lisez peut-être pour ceux qui ne l'ont pas lu le très beau livre de Toni Morrison qui s'appelle Bluest Eye, l'œil le plus bleu, où elle explique ce qu'est le racisme internalisé. Le racisme que chacun peut avoir pour soi-même. Elle raconte une petite fille noire qui veut avoir les yeux bleus, bluest eye. Hein, parce qu'elle se dit, avoir les yeux bleus, devenir blanc, c'est sortir de ma misère, sortir de mes problèmes. Toni Morrison. Alors évidemment, ce mouvement aboutit à ce que certains appellent une démocratie de minorité, une démocratie de communauté, et il est critiqué, ce modèle-là. On passe du melting pot au salad bowl, et on dit, mais maintenant, on est des juxtapositions de groupes. Certains dénoncent, notamment à droite, des risques, des menaces pour l'identité nationale américaine. Et une anecdote, 1994, janvier, lors d'un discours à Milwaukee, le vice-président de Clinton, Al Gore, traduit la devise « E pluribus unum » en anglais « out of one, many ». De l'unité, plusieurs. Ah non, c'est « out of many, one ». De plusieurs, l'unité. Oups, lapsus révélateur, 1994. Et alors évidemment, la droite américaine dit mais ça devient scandaleux, c'est pas normal, vos programmes affirmative action, etc. On devient une juxtaposition à tel point que le vice-président, il fait une faute de latin et il dit ben oui, c'est superbe, la diversité est tellement devenue ce qui est important que maintenant c'est de l'unité, faisons la diversité. Faisons la promotion matin, midi et soir de ce qui nous distingue, de ce qui nous différencie. Et dans ces ouvrages, on rajoute de ce qui nous divise. Et je pense notamment au livre « La désunion de l'Amérique », hein, par exemple, qui est traduit en français. J'avance sur la troisième période. Alors ça, c'est important que je m'arrête là 2 secondes pour vous dire que dans les manuels scolaires français aujourd'hui, on a l'impression que l'Amérique s'est arrêtée là. C'est-à-dire que l'Amérique, aujourd'hui, est passée du melting pot au salad bowl. Prenez les manuels scolaires en classe de terminale, puisque c'est la classe où on étudie la société américaine, la culture américaine, etc. Eh bien, le petit lexique dans ces manuels, j'étudie plein de manuels, c'est melting pot, idéologie du début du XXe siècle, aujourd'hui remplacée par le salad bowl, par le multiculturalisme, le fait que les Américains, voilà, maintenant mettent en avant la diversité, etc. Alors ça, c'était avant, comme dit la pub. Avant 2000, en tout cas. Parce que depuis 2000, il y a une troisième période de cette histoire américaine. Alors là, évidemment, comme on est dans le temps présent, l'histoire du temps présent est légitime, mais il faut quand même être prudent. Je ne vais pas vous dire des choses certaines, je vais vous formuler 2 hypothèses que les chercheurs en sciences sociales avancent. Depuis 2000, il y a 2 hypothèses sur ce qui est en train de devenir l'Amérique. La première hypothèse, c'est de dire, eh bien, très bien, cette démocratie des minorités, elle est en train de s'approfondir. Et lorsqu'on lit les recensements, on constate quoi ? Eh bien que
les minorités sont de plus en plus nombreuses, à tel point qu'il y a un phénomène de minorité majoritaire et de majorité minoritaire, ça va ensemble. Un titre provocateur d'un article dit « Black is the new white ». Ça veut tout dire. « Black is the new white ». Alors, ça veut dire que... alors, c'est déjà vrai en NBA. Hein. En NBA, on fait de l'affirmative action à l'envers hein, pour que les petits blancs puissent regarder les matchs de NBA. On leur dit, mais regardez, vous pouvez aussi faire du basket, il y a quelques blancs en NBA. Mais pour le reste de la société américaine, c'est déjà valable dans... Vous remarquez que je ne fais pas trop de blagues parce qu'on est filmé. Normalement, en cours, je fais blague sur blague. Hein, mais là, désolé, je ne pourrais pas. Je ne peux pas vous faire rire. Donc, je me tiens correctement. Et je ne vous fais aucune révélation. Donc, je disais quoi? De quoi je parlais? Black is NBA, oui, non, mais vous avez retenu que les anecdotes, forcément. Oui, 5 États, plus précisément 4 États et le district et Washington, en fait, sont déjà passés dans le phénomène de majorité minoritaire, de minorité majoritaire. C'est pareil. Et pas des moindres. La Californie, la Floride, le Texas. C'est pour ça que les républicains, s'ils veulent gagner un jour une présidentielle, il va falloir faire des efforts. Il faut qu'ils considèrent que ce Texas, qui est un État rouge, qui est un État républicain, on pensait être républicain jusqu'à la fin des temps, il est en train de devenir minorité majoritaire. Il est déjà devenu minorité majoritaire. C'est-à-dire qu'il y a plus d'hispaniques, de noirs, d'asiatiques, que de blancs non hispaniques. Première idée. Et ça s'appuie, ça s'appuie sur des éléments d'étude du recensement. Ça s'appuie également sur bien le fait que l'hymne national est désormais Nuestro himno chanté en espagnol dans des manifestations. Et donc, la question se pose de savoir si cette Amérique n'est pas en train de se latiniser. Quand il faut, dans certains États américains aussi importants que la Californie, pour un petit anglo-saxon, maîtriser impérativement l'espagnol pour avoir un emploi, imaginez la même chose en France. Ça pose des questions. Je ne dis pas des problèmes, au moins des questions. Là encore, un certain nombre d'ouvrages, notamment venus de la droite américaine, je pense par exemple à Huntington, dénoncent cette évolution. Alors en même temps, dénoncer une évolution démographique, c'est compliqué. Mais il dit, bon, autant il y a le choc des civilisations, ça, on connaît cette dimension de Huntington sur le plan mondial, mais sur le plan intérieur, c'est pas le musulman qui fait peur à Huntington, c'est l'hispanique. Il dit mais que le dernier blanc qui quitte Miami emporte le drapeau. Donc pour Huntington, il y a une réelle menace qui est la latinisation de l'Amérique, menace sur l'identité nationale américaine, qui pour lui est une identité anglo-saxonne. Alors après, il peut dire, Huntington n'est pas un affreux raciste, etc. Il peut dire, oui, il y a d'autres migrants qui se sont rajoutés, etc. Mais ils doivent se plier à un certain nombre de valeurs qui ont pour racine une Amérique anglo-saxonne. Première thèse. Deuxième thèse, qui a plutôt le vent en poupe en ce moment, hein, c'est de dire, mais vous ne lisez pas bien le recensement. Parce que le groupe qui augmente le plus dans le recensement, c'est certes le groupe des Latinos, mais d'ailleurs les Latinos ne sont pas un groupe au sens américain racial. C'est des catégories statistiques, hein, on pourra revenir sur ce point, parce qu'évidemment en France, c'est très très exotique tout cela. Eh bien, les Latinos, ils peuvent être noirs, ils peuvent être blancs, etc. Mais ce n'est même pas les Latinos qui sont en augmentation la plus importante, c'est le groupe de ceux qui, dans le recensement, coche plusieurs groupes. Et c'est pour ça que je vous ai donné la date de 2000. Il faut bien que l'historien trouve des dates charnières. 2000, c'est la possibilité pour les Américains de cocher plusieurs cases dans le recensement. De dire, oui, je suis noir, blanc, amérindien, voilà. Et donc, la reconnaissance de ce qu'on appelle en France le métissage. À tel point que certains chercheurs américains, je pense à Grégory Rodriguez, utilise le terme de nouveau melting pot. Il appelle ça le mestizo melting pot, en accolant l'anglais et l'espagnol. Mestizo
melting pot. Donc il y a un nouveau melting pot, mais ce melting pot est le melting pot réel, le melting pot métis, c'est-à-dire l'avènement de la mixité. Je vous épargne les chiffres que je donne par ailleurs dans des articles, etc. C'est le groupe qui augmente le plus est le groupe de ces gens qui se revendiquent comme mixtes. Même chose pour les mariages, l'augmentation des mariages mixtes. Donc ça veut dire que, alors qu'il y a quelques années, et que dans les articles en France, souvent, vous voyez, il n'y a pas longtemps, Le Monde, etc., titré « 2050, les minorités seront majoritaires aux États-Unis, les bébés blancs sont moins nombreux que les bébés non blancs ». C'est pas faux. Mais la réalité, c'est surtout que en 2050, un Américain sur 5 sera métis. En 2100, un Américain sur 3 sera métis. Donc cette dimension de mixité, c'est une dimension qui est fondamentale, parce qu'elle, à la fois, elle est le dépassement de ces années 60, de ce qu'on appelle le multiculturalisme, etc., de la possibilité même de faire de recensement. Mais c'est une Amérique où il n'y a plus de hyphen, il n'y a plus d'Américains d'origine ou d'origine, tous Américains. Et puis, il y a même des groupes, notamment les Japonais, les associations de Japonais américains disent « Ne nous appelez plus Japonais américains, appelez-nous Américains ». J'ai donné 2 thèses, je ne vais quand même pas me cacher derrière mon petit doigt, vous dire quelle est entre les deux la thèse qui est la plus... c'est quand même une réponse de Normand, ce que je vais faire, mais c'est qu'en fait, ça dépend des communautés. C'est-à-dire que si on a le curseur sur les latinos et les asiatiques, on est dans une Amérique post-raciale. On est dans une Amérique qui est en train de dépasser ces clivages raciaux. Une indication. Les latinos nés aux États-Unis se marient pour plus de la moitié avec des non-latinos. Les Asiatiques nés aux États-Unis se marient à 72% avec des non-asiatiques. En revanche, lorsqu'on a le curseur sur la communauté noire, là, on tombe à 17% dans les mariages mixtes. Autre étude, sur les couples mixtes, la manière dont on éduque son enfant. Là, c'est des études qualitatives, très précises. On analyse que lorsqu'il y a noir, blanc, on éduque son enfant comme, la plupart du temps, un noir, en lui disant « tu es noir ». Alors, tu es métis pour tes parents, mais dans la rue, tu seras noir. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'hypodescent. Chez les Asiatiques et chez les Latinos, c'est le phénomène d'hyperdescent, c'est-à-dire qu'on éduque son enfant comme un Américain blanc, en disant « tu es blanc dans la rue, quand on te dit un truc, tu dis « je suis Américain », etc. Comment ça s'explique ? 2 éléments, parce qu'on interroge les familles. On dit, mais vous êtes blanc, noir, comment vous vous éduquez ? 2 choses. Ils disent, première chose, marron clair dans la rue, ça reste noir. Dans cette société-là, il y a encore des discriminations, etc. Donc apprendre à notre enfant qu'il est un Américain blanc et il sort dans la rue, il devient un Américain noir, il vaut mieux lui apprendre qu'il sera un Américain noir. Obama est d'accord avec ça. On dit beaucoup de bêtises en France en disant il est contre affirmative action, etc. Obama, dans le dernier recensement, 2010, vous savez son histoire, maman blanche, grands-parents blancs, il a vu son père qu'une fois, 2, mais il fait très peu de temps, il répond case noir, black, African American. Il ne répond pas blanc-noir. Hein. Donc il est métis qu'en France, hein. Il est noir aux États-Unis. Enfin, c'est lui qui dit je suis noir. Voilà. Donc lui, il pense, il sait très bien, il est très subtil, il sait très bien que cette Amérique n'est pas encore post-racialisée pour cette communauté et qu'il faut, même vis-à-vis des Blancs, qu'ils disent cela. Deuxième élément, l'histoire de l'esclavage n'est pas l'histoire de l'immigration. C'est-à-dire que les Latinos et les Asiatiques ont plus souffert que les Italiens, etc. Plus, parce que les lois sur les Asiatiques, dès la fin du XIXe siècle, sont des lois très restrictives. Latinos, le racisme connaît. Mais c'est l'histoire de l'immigration. Ça veut dire qu'ils partagent avec les Italiens, les Polonais, les Anglais, les Scandinaves, ils partagent avec tous les Américains, même si c'est plus ou moins difficile, l'histoire de l'immigration. Tandis que pour la communauté noire, qui est là avant tous ces immigrants, eux ont une histoire qui est très particulière, qui est l'histoire de l'esclavage.
Si vous avez suivi les polémiques autour des films actuels, je pense au Tarantino, etc. Alors cette histoire, attention, il ne faut pas penser non plus que cette histoire-là, elle est une sorte de chape de plomb, quelque chose d'absolument abominable que les Américains n'arriveraient pas à voir en face. Dans le dernier Tarantino, Jamie Foxx, je ne vous raconte pas la fin du film, mais Jamie Foxx dit à un moment, puisqu'il est chasseur de primes, tuer des Blancs en plus en gagnant de l'argent, c'est super. Et je l'ai vu dans un cinéma américain, tout le monde était mort de rire. Vous imaginez, il y a 20 ans, aux États-Unis, un noir à l'écran qui dit « tuer des Blancs en gagnant de l'argent, c'est super », il n'aurait pas provoqué l'hilarité. Et il n'aurait pas fallu que ce soit une avant-première avec les acteurs noirs au premier rang de ce film. Vous voyez les évolutions considérables dans cette... Et je voulais vous montrer une image. C'est une affiche pour un homme politique qui est le numéro 2 de la ville de New York. Bill de Blasio. Alors, Bill de Blasio, il est d'origine italienne. Et voilà sa campagne pour devenir le numéro 2 de la ville de New York. Bill, sa femme et ses 2 enfants. Donc, il n'a pas besoin de beaucoup... il n'y a pas tellement de slogans. Rencontrer les Blasios. Et les Blasios, c'est l'Amérique. C'est le visage de l'Amérique. Je ne vous dis pas qu'il aurait gagné dans le Mississippi, ou même dans le Dakota du Nord ou du Sud. On est à New York. Bon. En même temps, New York n'est pas non plus que l'exception. Il y a d'autres endroits aux États-Unis où la mixité est en train de gagner. En tout cas, même à New York, il y a quelques années, le fait de, simplement comme c'est de la promotion politique, dire « Regardez, ma femme est noire, mes enfants sont métis, votez pour moi », ça ne serait pas passé. Alors, vous voyez, ça c'est au niveau local. Obama a presque fait la même chose tout au long de sa campagne. Il a expliqué, quand il était dans le Midwest, il disait ah mais c'est super, moi je m'en rappelle bien parce que mes grands-parents sont du Midwest, moi je suis un gars du Midwest, et la première primaire qu'il gagne, c'est dans l'Iowa, avec un public que blanc, où il dit c'est bon d'être américain, etc. Quand il va dans le Sud, il est noir, quand il va dans une synagogue, il est juif, etc. Mais ça, c'était la dimension, vous voyez, un peu subtile, politique, etc. Là, c'est au-delà, puisque là, c'est la mixité qui est assumée, ce qui est quand même très différent. Et puisque quand même, j'avais promis qu'on allait avoir un temps d'échange, je vais faire quand même une conclusion très rapide pour dire ce qu'on peut retenir un peu de tout ça, comment on peut... qu'est-ce qu'on peut retenir de ça pour nous, Français, qui sommes différents et qui sommes semblables sur certains points? Il y a beaucoup de différences dans notre histoire, notamment sur cette question de la diversité démographique et culturelle. Beaucoup de différences. L'esclavage, il n'était pas sur le territoire français métropolitain, hexagonal. L'esclavage était dans les colonies. C'est une grande différence avec les États-Unis où l'esclavage était sur le territoire et pas dans les colonies. Deuxième différence, je viens de le dire, la colonisation. La France est un État post-colonial. Les États-Unis, alors on peut dire ils ont quand même eu des colonies, etc., où ils ont colonisé les Indiens, on peut se dire ça, mais ce n'est pas un pays colonial, c'est même un pays qui se considère comme le premier à avoir fait une guerre d'indépendance. Troisième différence, l'histoire de l'immigration. C'est-à-dire que même quand un Anglais dit « mais moi je suis un Américain de souche », le Coréen qui vient d'arriver, ou l'Indonésien, il y a plus d'Indonésiens qui arrivent en ce moment que de Coréens, lui dit « mais non, il me semble que c'est plutôt les Amérindiens qui étaient là avant ». Donc ça veut dire que l'immigration, elle est inscrite dans l'histoire de ce pays. Je ne dis pas qu'elle n'est pas inscrite dans l'histoire de France, mais que dans l'histoire américaine, c'est évident et c'est traduit dans les manuels scolaires de manière pour tout Américain. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retenir des choses. La première chose qu'on peut retenir de ce pays, c'est que la notion de diversité est toujours considérée, en tout cas depuis ces années 60, y compris dans ce dernier virage dont je parle, comme un élément de richesse. Culturelle, certes, mais également économique. C'est-à-dire que les Américains considèrent que, je prends l'exemple des universités américaines, les dispositifs d'affirmative action, d'action positive, c'était pas pour faire plaisir aux Noirs américains. Si des recruteurs des plus grandes universités que sont Harvard, que sont Princeton, allaient chercher
des enfants noirs dans le Bronx, c'était parce qu'ils pensaient que dans ces quartiers, il y avait des leaders. Et que se priver de cette diversité, c'était se priver d'une richesse à l'intérieur de l'université. Les universités donc se lancent dans ces dispositifs et ne s'y lancent pas pour des raisons humanitaires. Elles considèrent que c'est quelque chose qui est bon. Ce que je dis les universités est valable pour les entreprises. Deuxième idée, et qui est peut-être différente aussi de notre pays, mais qui pourrait être, c'est une politique volontariste. Je ne veux pas ouvrir le débat sur l'action positive, on peut peut-être en échanger peut-être là-dessus, mais là, autrement, je vais faire encore un quart d'heure tout seul. Mais d'un mot, c'est que ces dispositifs d'action positive qui sont caricaturés en France, on dit que c'est des quotas, etc., alors que ça n'existe plus depuis 1978, les quotas. En tout cas, ce sont des politiques volontaristes. C'est-à-dire qu'on a d'ailleurs en France pour certains types de ce qu'on appelle diversité, puisque en France, le mot diversité englobe aussi le handicap et englobe la question du genre, c'est-à-dire homme-femme. La parité, la loi sur la parité, la loi sur la scolarisation du handicap et sur l'intégration dans les entreprises, où il y a un quota de personnes handicapées dans les entreprises. Tout ça, d'ailleurs, aux États-Unis, serait anticonstitutionnel. Là, les communautaristes ne sont pas ce qu'on pense. La Constitution américaine n'autoriserait pas la parité, n'autoriserait pas qu'il soit écrit noir sur blanc dans la loi qu'il doive y avoir un nombre de femmes et un nombre d'hommes, ou qu'il doive y avoir dans toute entreprise un pourcentage de personnes handicapées. Depuis 1978, avant, il y avait vraiment des quotas. Je ne suis pas en train de dire que de 65 à 78, il y a eu des quotas aux États-Unis. Et depuis 1978, Alan Bakke, un étudiant blanc, voulant rentrer à l'Université de Californie, porte plainte en disant un noir qui avait légèrement une note en dessous de moi, il a été retenu. Moi, je n'ai pas été retenu. Il y a de la discrimination à l'envers. La Cour suprême lui donne raison et tort. La Cour suprême dit « Ok, plus de quotas. Ça ne peut pas être écrit noir sur blanc qu'il y a des quotas. En revanche, nous autorisons tous les dispositifs publics et privés à encourager la diversité, mais de manière plus subtile, de manière plus intelligente, pas en inscrivant noir sur blanc, mais en ayant des dispositifs volontaristes. Et pourquoi ? Parce que la société y retrouve des éléments de cohésion qui sont nécessaires au pays, et parce que l'entreprise y retrouve de la plus-value. La culture y retrouve des espaces de créativité et d'imagination. Regardez l'exportation des produits culturels américains. Quelqu'un dit l'Amérique est en tête du monde parce que le monde entier est en Amérique. Le monde entier est également en France. Simplement, c'est qu'est-ce que l'on fait du monde que l'on accueille ? Comment ça se traduit ? Et comment c'est intégré dans une société. On dit beaucoup société d'accueil quand on parle d'immigration. L'Amérique a plein de défauts. Je n'ai pas parlé de l'assurance santé, de la peine de mort, etc., du port d'armes. Si vous voulez m'en faire parler, vous verrez que je ne dirai pas que l'Amérique est parfaite. Mais simplement, sur ce point-là, il y a peut-être quelque chose de l'ordre, effectivement, pas du modèle, mais au moins du laboratoire, de se dire qu'on peut considérer que la différence peut apporter quelque chose et ne pas être un élément de division, mais simplement un élément qui va nous faire tous progresser. Il est 23h30. C'est dommage, il n'y a plus de soleil, mais je vais m'arrêter là pour que vous puissiez, pour qu'on puisse avoir un temps d'échange et de questions-réponses. Merci beaucoup François Durper. Alors c'était un peu plus long que prévu, mais ça n'en était pas moins intéressant, bien au contraire. Alors
Pour prévenir un petit peu le public, donc vous devez nous quitter hélas ce soir, enfin prendre le train à 20h30, donc il faudrait que vous soyez partis à -5, c'est l'heure du taxi. L'actualité est bien évidemment brûlante et n'aide pas notre ami à Bah oui, prolonger le séjour. en fait, j'aurais prolongé. Ce soir, j'ai évidemment annulé tout ce qui s'était passé, mais demain, comme vous le savez, il y a la cérémonie officielle, l'hommage aux victimes de l'attentat. Tout le monde comprend bien et on est déjà très content de vous avoir ce soir. Donc tout ça pour dire que donc Thomas va vous poser une question. Ensuite, le public pourra rebondir assez rapidement. Et puis il y a la librairie Durance qui a eu la gentillesse de nous apporter quelques-uns de vos ouvrages. Et donc pour ceux que ça intéresse et qui voudraient avoir une dédicace rapide de François Durper, voilà, on pourrait imaginer comme ça de se laisser un quart d'heure d'échange et puis ensuite de manière informelle continuer. Très bien. Alors Thomas, une petite question pour lancer les questions. Donc, pour commencer, j'aurais une question à propos de la diversité religieuse, parce qu'en fait, on a bien vu donc dans ce que vous présentiez comme la deuxième hypothèse, c'est-à-dire une Amérique qui s'achemine vers un métissage. Est-ce que finalement les tensions ne se déplaceraient pas dans le champ religieux? Je prends par exemple l'histoire de la mosquée près de Ground Zero, par exemple, ce genre de choses. Alors, c'est évidemment la question intéressante. La question religieuse, déjà, il faut percevoir que les États-Unis, l'histoire est très différente de la France. C'est-à-dire que du côté français, pour schématiser en très peu de temps, c'est compliqué de faire autrement, la fille aînée de l'Église. C'est-à-dire que la laïcité, elle s'est constituée, encore une fois, je schématise, Ferry était capable de faire des compromis, mais globalement, la laïcité, elle s'est constituée contre une Église établie. Et depuis un certain nombre de millénaires, c'était la nécessité de conquérir et de libérer, certains disent, l'État de la tyrannie du religieux. Les États-Unis, c'est l'inverse. C'est libérer le religieux de la tyrannie de l'État. Parce que les Américains sont des gens qui ont fui l'Angleterre parce qu'ils étaient, les puritains, persécutés pour raisons religieuses. Donc la première chose qu'ils ont faite, le premier amendement à la Constitution, c'est de dire vous pouvez penser tout ce que vous voulez, vous pouvez croire en qui vous voulez. C'est demain j'invente une religion, personne ne pourra me dire votre Dieu c'est pas etc. Et ça c'est le premier amendement à la Constitution avec 2 clauses. Il ne faut pas non plus caricaturer parce qu'il n'y a pas que la France qui serait du côté de la séparation et les États-Unis qui seraient du côté de la liberté de culte totale. C'est plus complexe parce que du côté français, il y a aussi une tradition de compromis, j'en ai parlé tout à l'heure, même si depuis 2004, pour des raisons, mais qui, bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais du côté américain, il y a aussi la tradition du wall, le mur de séparation, c'est le mot de Jefferson. Dans le premier amendement, il y a à la fois la clause du non-établissement, qui est un mur entre une religion et l'État, mais aussi la clause du libre exercice, c'est-à-dire la liberté des cultes. Ce qui veut dire qu'au quotidien, évidemment, cette laïcité, elle ne se vit pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que quand on est dans cette société américaine, le Français se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce folklore religieux ? Un Américain, un président qui jure sur la Bible, etc. » Donc il y a quelque chose qui est... Mais en même temps, pour des choses très sérieuses, les Américains sont très laïques. Il n'y a pas d'argent public qui vont, Bush a essayé quand même, mais dans des écoles protestantes. Notre France très laïque, pour d'autres raisons historiques, fait qu'un certain nombre d'argent public, nos impôts, que l'on soit juifs, musulmans, athées, vont dans des églises catholiques ou autres. Bon, c'est l'histoire qui fait ça, mais ça veut dire que il ne faut pas voir schématiquement, c'est souvent ça tourne en boucle. Alors le marronnier, vous allez dire qu'est-ce que vous faites, vous n'êtes pas absent des médias, vous pouvez leur dire, mais c'est vrai qu'on a l'impression à chaque fois qu'il se passe quelque chose aux États-Unis que ça tourne en boucle dans les médias, la question religieuse. Mitt Romney, on ne pouvait pas l'appeler autrement en France que le mormon Mitt Romney. Alors le mormon contre Obama, mais aux États-Unis, on n'a pas fait tout un flanc sur le fait qu'il soit mormon. C'était pas ça qui était en premier. Il y a des mormons de gauche, des mormons de droite. D'ailleurs, l'église mormone a tout de suite dit, mais nous, les mormons, très bien, mais il y a des démocrates et des républicains, il y a tout ce qu'on veut, donc attention. Donc c'est une société qui, certes, ne vit pas la laïcité de la même manière, mais qui vit des formes de laïcité. Et alors, pour répondre à votre question sur l'évolution actuelle, vous avez remarqué que Obama, dans son premier serment d'investiture,
a dit « Nous sommes un peuple de chrétiens, juifs et d'athées ». Il a rajouté « et d'athées ». Et agnostique, athée. Parce qu'il y a un mouvement agnostique, athée, qui disent mais on peut plus, voilà, nous, voilà, on fait. Il y a même le président de la communauté athée de New York qui a dit on fait notre coming out. C'est comme, c'est maintenant, c'est plus possible. On n'a pas à choisir un Dieu, on peut ne pas croire en Dieu. Donc ça évolue. Mais en même temps, pour ces raisons historiques que j'ai expliquées, il est difficile d'imaginer un pays qui, sur le plan de la laïcité, mette en avant, par exemple, interdise le foulard, comme c'est fait en France. Ça serait très compliqué. Ou qui fasse toute une histoire sur des McDo où on pourrait manger halal, ou etc. Ça serait très compliqué aux États-Unis. Ils ne comprendraient pas. Ils se diraient pourquoi vous n'êtes pas obligé de manger halal si vous ne voulez pas manger halal, c'est quoi ? Là, on dirait que c'est de l'ordre. Parce que au-delà de la religion, le mot, évidemment, on n'a pas pu parler de tout. Mais il faut bien voir qu'au cœur de ce pays, et c'est très différent de la France, c'est ce que disait Tocqueville, là je plagie Tocqueville, il y a la liberté. C'est pas la même chose que la France. La France, elle a ce que disait Furet, la passion de l'égalité. Et pourquoi ? Parce que la France est un pays, on a connu l'Ancien Régime. Les inégalités, elles étaient de naissance. Et donc la révolution, et même les révolutions de notre pays, et même quand il n'y a pas de révolution, qu'est-ce qu'on demande à l'État ? De redistribuer, de refaire de l'égalité. Et hop, là, pour ça qu'ils ont peur. Ils ont dit, oh, le patrimoine, faites attention, parce que les Français, ils vont comparer, ils vont dire, oh là là, eux, ils gagnent trop, etc. Donc on a cette passion de l'égalité en France. Les Américains, eux, l'égalité, elle est originelle. Évidemment, je ne parle pas des Noirs, j'en ai parlé. Hein. Eux, ils ne sont pas dans le... Mais ceux qui constituent l'Amérique, il n'y a pas d'aristocratie, il n'y a pas d'ancien régime. Leur seule passion, c'est ne plus être entravé, qu'ils ne soient plus sous le joug d'une tyrannie, qu'elle soit une tyrannie de pauvreté ou de dictature ou de ce qu'on veut. C'est ce qui est inscrit sur le socle de la statue de la liberté. C'est la liberté. Et toutes les libertés, à chaque fois qu'il y a un souci aux États-Unis eh bien, la Cour suprême tranche toujours en faveur des libertés. Pour le meilleur et pour le pire, je ne suis pas en train de défendre du tout. On a le droit de brûler le drapeau américain. Les associations qui luttent contre la pédophilie ont beaucoup de mal parce que même la pornographie pédophile, la Cour suprême est presque... Là, le dernier arrêt de la Cour suprême, certains disent, mais comment on fait pour lutter ? Parce qu'on peut tout faire dans ce pays, tout dire. Vous ne comprenez pas les États-Unis si vous n'avez pas vu dans un talk-show américain, comme je l'ai vu, un nazi, néo-nazi avec son brassard, dire les chambres à gaz n'ont pas existé. Dans un talk-show. Alors les gens, ils font bouh, mais il est là, le nazi. Alors, c'est pas le pire. C'est qu'en face de lui, il y a le représentant de la communauté juive de New York qui dit non, n'importe quoi, etc. Et ils débattent. Ils débattent. Alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est bien. Et on a peut-être raison en France de poser des limites, de dire que le racisme est un délit lorsqu'il est exprimé, etc. La liberté d'expression aux États-Unis, elle est totale. C'est très difficile de lui poser des limites, comme la liberté de religion, comme toutes ces libertés-là. Là, pour le coup, effectivement, c'est pour ça que je disais sœurs jumelles, mais vraiment fausses sœurs jumelles. Merci. Alors, 2 questions issues de l'assistance. Je fais des réponses courtes, promis. Je vous surveille. Il suffit de lever le bras, et puis, voilà, on a des micros en haut des travées. Qui a des questions à poser ? Alors, du coup, tout le monde est timide. Non, on a des questions, là. Quelqu'un a une question à poser ? Là-bas. Ah non, lui, c'est le porteur de micro. Ah, monsieur au premier rang. Monsieur au premier rang. Ah, on a une question là. Alors, allez-y, puis ensuite, monsieur au premier rang. Je vous en prie. J'ai cru comprendre que vous disiez que la France et les États-Unis étaient assez différents sur leur gestion de la diversité. Que les États-Unis étaient plus entreprenants, plus avenants. Et je trouve ça un peu... je me pose des questions en fait parce que j'ai l'impression plutôt qu'on est dans un cas assez similaire finalement où à part si on va chercher des cas assez marginaux comme effectivement des recruteurs d'Harvard qui vont dans le Bronx ou ce qu'a fait Descoings à Sciences Po, j'ai l'impression que c'est pas le cas en fait. Et je voulais savoir justement sur quoi vous vous basez, si c'est de la statistique ou si c'est vraiment de l'étude sociologique
Pour affirmer ça, parce que vraiment, même moi, je suis étudiant à Audencia et j'ai pas spécialement l'impression qu'il y ait une très grande diversité. Hein, à titre aux personnel. États-Unis ou Non, je suis étudiant ici dans cette école dans laquelle vous êtes ce soir. Oui, on peut confirmer, effectivement, il n'y a pas une grande mixité sociale. Mais voilà, même sociale si et on a même, un système de bourse qui essaie de compenser un peu les choses, même s'il y a des D'accord. démarches avec... Ah oui, donc l'association. votre thèse, c'est de dire que ce soit aux États-Unis ou en France, J'ai l'impression, la voilà, diversité est pas... D'accord, oui, je vois tout à fait. Oui. Alors déjà, c'est vrai que les dispositifs dont je parlais tout à l'heure, alors d'abord, ne sont pas anecdotiques, c'est très massif, c'est toutes les universités américaines, et ça a duré 10 ans. Hein, c'est-à-dire que ça a transformé totalement les universités américaines qui se sont complètement bigarrées. Donc c'est pas un recruteur perdu d'Harvard qui va... D'abord, Harvard, il n'irait pas dans le Bronx, mais c'est pas un recruteur de Columbia qui se bat en duel. C'est massif. On en connaît les conséquences politiques toutes bêtes. Hein. Michelle Obama, elle a fait Princeton. Barack Obama, il a fait Harvard. Et Michelle Obama, elle est rentrée par dispositif d'affirmative action. Pas l'affirmative action dont on pense, c'est pas une question de couleur. Son frère était basketteur ou c'est parce qu'elle avait un frère qui était... Donc vous voyez, c'est des diversités qui sont des diversités où on les attend pas. C'est pas uniquement la diversité ethnique. Hein. Alors, c'est très différent les deux dispositifs pour ce qui est de l'université et ce qu'a fait Descoings à Sciences Po. Descoings à Sciences Po, il a créé 2 concours. C'est anticonstitutionnel aux États-Unis. Je vous parlais d'Alan Bakke. Ce qu'a dit la Cour suprême, on ne peut pas créer 2 concours pour entrer dans la même école. Et là, vous voyez, les républicains ne sont pas ce qu'on croit. Les Américains ne peuvent pas créer 2 concours pour la même école. C'est-à-dire qu'ils peuvent encourager des gens à passer le même concours. Dans le cas d'un jury, ils peuvent se dire, en dépit des notes, il y a d'autres choses à prendre en compte. Ça ne se joue pas entre quelqu'un qui a 5 et quelqu'un qui a 15. Hein. Mais entre celui qui a 9,5 et celui qui a 10, OK, il y a des accommodements dans les jurys, on peut prendre en compte ça. Mais c'est le même concours, c'est le même examen. Donc ce n'est pas ce qu'a fait Descoings. Je ne suis pas là pour critiquer les dispositifs Sciences Po que j'ai défendus publiquement, mais qui sont, pour le coup, des choses là vraiment très différenciées. Pour ce qui est des États-Unis, la politique de diversité, elle est très ancienne, elle date de 1965, et c'est Lyndon Johnson, et c'est un décret présidentiel. Et c'est très massif, puisque c'est transpartisan. Richard Nixon impose les objectifs chiffrés en 1972. Et donc, on a là 30 ans de promotion de la diversité, d'intégration de la diversité. Alors, évidemment, vous avez raison, pas uniquement dans les universités, mais également dans les entreprises, également en politique. Alors là, effectivement, ce n'est pas une étude sociologique, c'est énormément. Il y a tellement d'études que ça constitue aux États-Unis des départements de recherche. Il y a vous l'avez souligné, j'essaie modestement de l'importer un petit peu en France, mais il y a ce qu'on appelle aux États-Unis les Identity Studies. Dans toutes les universités, vous avez des départements qui analysent cela. Et vous avez, Obama n'est pas l'arbre qui cache la forêt. C'est pas le début d'une évolution. Ah tiens, il y a un président qui est pas blanc. Mais non, vous avez combien de maires noirs, combien de représentants au Congrès, etc. Comptez le nombre de maires. Raphaël Élysée, qui était le premier maire noir en France, 1929, il y en a eu un autre avant, mais il pensait qu'il était le premier d'une liste qui allait être incroyable. Vous imaginez, 1929 en France, quel pays, alors pas les États-Unis en tout cas, a des maires noirs? Enfin, quel pays Et depuis, comptez-les. Ça veut dire que même que ce soit des territoires où il y a une majorité mais même dans les territoires comme la Seine-Saint-Denis ou des quartiers, etc., où il y a des populations très mélangées, ce passage à la politique, il est très difficile. Pour des raisons qui sont très complexes. Hein. On n'est pas là pour mettre en accusation les uns ou les autres. Il y a les dispositifs publics d'encouragement. Attention, aux États-Unis, par exemple, il y a ce qu'on appelle en politique, ce qu'on a appelé le redistricting. Le redistricting, c'est redécouper les circonscriptions électorales, pas pour les besoins des républicains ou des démocrates. Quand on redécoupe en France, c'est souvent un petit peu pour gagner les élections. Il faut reconnaître un petit peu. Aux États-Unis aussi, hein, attention. Mais on a fait du redistricting de diversité. C'est-à-dire, on s'est dit, oh là là, attention, Los Angeles, là, on a un quartier complètement avec beaucoup d'hispaniques,
Et toute cette population, elle est représentée par un représentant, alors que des quartiers qui sont en majorité blancs non hispaniques, eh bien, ils ont 3 représentants. Il faut rééquilibrer. Redistricting, c'est il faut que le Congrès ressemble à la population américaine. Imaginez par exemple qu'au Sénat aujourd'hui, on dise bon, on a créé le Sénat pour surreprésenter les espaces ruraux dans une France qui était en train de devenir urbaine. Déjà à l'époque, la France devenait urbaine, on avait déjà l'idée de surreprésenter les espaces ruraux. Aujourd'hui, on est dans une France où vous avez constaté démographiquement où sont les Français. Mais le Sénat, on ne redécoupe pas de cette manière-là. On ne se dit pas, tiens, etc. Vous voyez le type de choses que les Américains ont pu faire et que la France n'a pas encore fait. Encore une fois, il y a des endroits, des poches. Prenez le Sénat des États-Unis. Le Sénat des États-Unis, c'est encore très monochrome. Il y a 2 sénateurs par État. Hein, et il n'y a qu'un seul sénateur qui n'est pas blanc. Donc, il y a des endroits qui sont très monochromes, mais qui sont vraiment l'exception. Donc là, c'est très simple, le nombre de juges, le nombre d'avocats, le nombre de professeurs, etc. Grandes universités. Et ce qui veut dire que ce pays... Alors pourquoi ? La question, c'est quand même pourquoi ? Parce que ce pays, il a dû mettre en place des dispositifs parce qu'il part de très très loin. Je vous ai dit 68, jusqu'en 68, on ne peut pas se marier. Loving versus Virginia. En 68... les époux Loving, c'est pas une blague, ils s'appelaient les amoureux. Eh bien, les époux Loving, hommes blancs, femmes noires, se marient, sont condamnés à 1 an de prison par l'État de la Virginie, et ensuite expulsés, etc. Et la Cour suprême dit, non, c'est la Virginie qui doit être condamnée, et on a le droit de se marier entre noirs et blancs. C'est 68, c'est quand même, on a été plusieurs à être nés en 68, donc c'est pas une période qui était, voilà, c'est pas la préhistoire. Eh bien, de cette Amérique-là, vous comprenez que si les dispositifs n'étaient pas très puissants politiquement, on serait encore dans une situation où on aurait d'extrêmes difficultés. Hein. Or, il y a eu l'émergence de classes moyennes, et même si la situation, évidemment, est très loin d'être parfaite, vous avez aujourd'hui une Amérique où le degré d'assimilation, par exemple, est étudié. L'attachement des Américains à leur pays, quelle que soit leur origine, est étudié par les chercheurs en sciences sociales. Ce n'est pas uniquement de la perception. Ce n'est pas uniquement se dire « Ah, j'ai jamais entendu siffler l'hymne national aux États-Unis par des enfants d'origine, je ne sais quoi, pakistanaise, algérienne ou ce qu'on veut. » Une dernière question, rapidement. Alors, quelqu'un peut faire passer un micro devant, s'il vous plaît ? Monsieur avec la chemise bleue, voilà. Donc une question rapide, une réponse rapide. Oui, rapide, c'est surtout ça. On a chacun notre tropisme. Oui, ma question va être rapide. Je voulais savoir par rapport au glissement dont vous avez parlé dans votre exposé, de peut-être moins d'unité, plus de diversité et de métissage. Est-ce que ça produit aujourd'hui aux États-Unis une remontée de l'extrême droite américaine, qui a une histoire aussi aux États-Unis quand même, ces 50 dernières années? Et si dans l'attentat de Boston, les autorités américaines prennent très au sérieux l'éventualité d'un attentat un peu endogène à la société américaine? Exactement. Alors, c'est vrai que... j'ai dessiné 3 phases. Hein. Une unité sans diversité, une diversité sans une unité, et puis presque une unité qui serait post-diversité, où la diversité, c'est l'unité qui revient au premier plan. En ce moment, aux États-Unis, c'est vraiment l'unité qui est première. Ces discours d'Obama, ils correspondent à une évolution. Quand il dit on n'est plus noir, blanc, asiatique, on est des Américains, c'est pas un problème, l'assurance sociale de blanc, de noir, d'hispanique, c'est un problème américain. Donc ça, c'est cette phase-là. Eh bien, effectivement, vous avez raison. Quand on prend le nombre de groupuscules d'extrême droite, leur popularité, le nombre de menaces faites. Il n'y a jamais eu autant de menaces sur un président américain. Aucun président a eu autant de menaces. Alors maintenant, il y a une multiplication des médias, etc. C'est plus facile de menacer si on n'a même plus besoin d'écrire une lettre. Il y a une Amérique raciste qui existe et qui est puissante. Mais cette Amérique, elle est très fortement minoritaire. Et elle est d'autant plus méchante et agressive qu'elle se perçoit comme ultra minoritaire. Vous imaginez pour ces gens ce que c'est que de voir le matin de novembre 2008 une majorité d'Américains, c'est-à-dire de Blancs,
votant pour quelqu'un qui est né à Hawaï, dont le père est musulman, dont le frère est musulman, dont le beau-frère est chinois, dont la femme est afro-américaine, et qui, c'est pour eux, et qui, dans ses premières mesures, fait le plan de relance le plus important depuis Roosevelt, pas au niveau de Roosevelt, hein, mais le plus important depuis Roosevelt, un socialiste. Pour eux, hein, c'est pas pour la française. Encore qu'à la française, il ne semble pas qu'il y ait des plans de relance très puissants, mais bon. Un socialiste tout court, on va dire, alors, du coup, parce qu'on dit souvent, oui, de gauche à l'américaine. Là, pour le coup, on pourrait dire de gauche tout court, hein, parce qu'on n'a pas de leçon, je pense, à donner pour l'instant. Donc, qui fait ces dispositifs-là alors là, en plus, le mariage gay, le port d'armes, des États qui, par référendum, font le mariage gay. Par référendum. C'est-à-dire que les Américains se prononcent pour dans les urnes. Cette Amérique-là se dit, qu'est-ce qui se passe ? Où elle est, notre Amérique ? Et donc, je ne suis pas en train de dire que la piste, là, on est en train de... C'est impossible. Les enquêteurs, ils vont travailler et ils vont dire, voilà ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire de l'histoire, c'est qu'aucun attentat n'est venu de l'extérieur aux États-Unis, sauf un, évidemment le plus important, le 11 septembre 2001. Tous les autres sont des attentats sont, comme vous l'avez dit, endogènes, et au début du XXe siècle, vous le savez, venant des anarchistes, de l'extrême gauche, et à la fin du XXe siècle, déjà venant de l'extrême droite américaine. Et cette extrême droite américaine, pour le coup, sa crainte, c'est d'appartenir à l'histoire du pays, et plus ni à son présent, ni à son avenir. Parce que vous voyez bien les républicains, s'ils veulent gagner une élection, ils vont devoir voter. Ils ont déjà voté le port d'armes le 10, la législation. Là, c'est de nouveau bloqué depuis hier. Je vous ai dit, c'est très, très compliqué aux États-Unis. Il faut faire passer les lois, etc. Mais quand même, quand ils voient que il y a une évolution de l'opinion, eh bien, ils sont obligés de bouger. Et sur l'immigration, là, ils sont en train de bouger, certains d'entre eux. Merci François Durper. Merci à vous tous de votre accueil. Merci au public et donc à bientôt.